bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Local. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un petit peu particulière parce que je ne vais pas recevoir une invitée, mais deux. Et oui, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir les deux co-secrétaires donc, du syndicat Éducation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Éducation, c'est le premier syndicat éducatif de France de la CGT. Et donc qui appartient donc à un ensemble globalement des syndicats de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, on a un gros sujet puisque on va parler de ce qui se passe en ce moment, des mobilisations dans le secteur de l'éducation et particulièrement aussi en Seine-Saint-Denis puisque tu es membre du coup d'Éducation 93, je ne l'ai pas précisé. Et donc pour commencer cet entretien, je reçois Zoé. Salut Zoé. Salut. Tu vas bien ? Bah écoute, c'est le feu. Oui, c'est un peu la course aujourd'hui, c'est ce que tu me disais, parce que vous êtes en mobilisation actuellement depuis plusieurs semaines. Donc on va revenir là-dessus, mais avant de commencer, je vais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc je l'ai dit, tu es co-secrétaire donc, d'Éducation 93, mais tu es aussi professeur d'histoire géo en collège. C'est ça. À Aubervilliers. C'est ça, en REP+. Et plus précisément en REP+. Alors peut-être, avant de commencer, moi j'aime bien poser cette question de... Voilà, au niveau du syndicat, ça fait combien de temps que tu es dedans ? Pourquoi tu t'es investi au sein d'Éducation ? Un petit peu, tu nous racontes ton petit parcours militant, brièvement, pour qu'on situe un petit peu plus. Ça marche. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'éduc prio. Donc, ça veut dire que j'étais à Neuilly-sur-Marne, en collège. Et il y avait des super militants CGT, vraiment dont un qui vraiment était vraiment parfait. Enfin, c'est vraiment le militant qui est là. Tu t'es fait convaincre ? Pas tout de suite, non, du tout. En fait, moi, j'étais assez réticente sur la question syndicale au départ parce que j'avais eu des expériences pas hyper cool dans l'associatif avant. Et la question des jeux de pouvoir, la question de comment ça fonctionne, quelque chose qui normalement est là pour tout le monde et où on a l'impression qu'il y a... il y a une hiérarchie pas claire. Ouais, avec des gens qui sont là juste pour le mini bout de pouvoir Bref, moi, ça m'avait vraiment pas plu en tant que lycéenne et en tant que jeune étudiante. Et donc, le fait de m'investir dans le syndicat, ça m'allait pas. Par contre, m'investir dans mon établissement, parce qu'on peut être représentant du personnel sans être syndiqué, ça m'allait. Et donc, dès mon année de stage dans ce bahut-là, il m'a fait rentrer en fait, au conseil d'administration, parce qu'on manquait de monde, et qu'il voyait que moi, ça m'intéressait. Et donc, j'ai dit, ok, on y va. Et en fait, pendant 7-8 ans, je pense, je me suis fait former comme ça. Enfin, j'ai été formée. Donc, dès le début de ta carrière ? Ouais, dès le début de ma carrière. En fait, pour moi, je suis prof aussi... en REP, par envie. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi, je me bats pour mes élèves. Oui, c'est pas subi. Non, du tout. Dès le début, je voulais être dans le 93. Dès le début, je voulais être en REP. Enfin, c'était aussi le côté... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de choses dans ma vie. Je veux le redonner. J'estime aussi que si je veux changer le monde, ça passera par mon travail et ça passera par les élèves. Tu vois, il y a un côté... les hommes politiques, le machin, j'y crois pas. Sur le terrain. Ce qui m'intéresse, c'est agir à mon niveau où moi, je sais que ça peut changer des choses. Et c'était aussi la question d'être prof dans le 93 pour ça. Ok, trop cool. Peut-être on va préciser un peu ce que sont les REP et les REP+, pour ceux qui connaissent pas. Alors, avant, on appelait ça des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. Depuis quelques années, il y a eu une réforme. Alors, les REP, donc, c'est pour réseau d'éducation prioritaire. Ça concerne désormais uniquement les collèges. Donc, il y en a, alors j'avais noté 760 REP en France, c'est 300 REP+. Peut-être là, tu sais quel est les chiffres. C'est moi qui ai les chiffres. Bon, en gros, ça concerne quand même un nombre assez restreint d'établissements qui se concentrent majoritairement donc en Seine-Saint-Denis et aussi à Marseille. Donc voilà, c'est les deux départements qui sont les plus touchés, enfin qui concentrent le plus de REP. C'est quoi concrètement une REP ? Une REP+, comment un établissement est classé et pourquoi on en trouve majoritairement en Seine-Saint-Denis, c'est un petit peu une question rhétorique, mais... Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que les critères, ils sont hyper opaques et la carte, elle n'a pas été revue depuis 10 ans. Ce qui est très long, en fait, parce que les quartiers, ils ont vraiment évolué. Enfin, voilà. Bon. Le principe, c'est de dire, c'est un endroit où il y a des difficultés qui se concentrent. Et c'est généralement des difficultés sociales. Donc ça va être notamment en niveau de taux de boursiers. Donc s'il y a un taux de boursiers très élevé, si en plus on sait que c'est un quartier prioritaire de la ville, les QPV, un quartier politique de la ville, pardon, si on sait qu'il y a un certain nombre de violences urbaines qui peuvent arriver, alors ça, c'est un peu bizarre. La question de l'insécurité, elle est étrange. Surtout qu'elle dépend des maires, parce que si le maire, au niveau de la police municipale, fait pas remonter les chiffres, je passe c'est un détail, petit peu au bon vouloir aussi. Ouais, c'est ça. En fait, si t'as un maire qui a envie que tu sois classé, il aura poussé il y a 10 ans pour, etc. Moi, j'étais dans un bahut qui avait l'IPS. Alors, l'IPS, c'est le nouveau truc pour calculer, on va dire, le niveau social des familles. D'accord. Avant, tu sais, on avait les CSP. On parlait des catégories socio-professionnelles et maintenant on en parle d'IPS, d'indice de positionnement social, parce que ça prend aussi l'accès à la culture bourgeoise, ça prend aussi est-ce qu'on est proche ou loin
d'un certain nombre d'établissements culturels? Est-ce qu'on a accès à la piscine? Enfin voilà, en gros, ça... En fonction des infrastructures auxquelles aussi on a accès. Et est-ce que tu es isolé? Est-ce que tu es enclavé ou pas? Bon, bref. Et donc, l'IPS, c'est aujourd'hui un des indicateurs le gouvernement, il a été mis... en procès pour être sûr qu'on puisse publier ça. D'accord. Parce qu'au départ, ils étaient obligés de le publier et ils l'ont jamais fait. Donc il y a un journaliste qui les a attaqués en justice pour publier les indices d'IPS de tous les collèges et les établissements de France. D'accord. Et donc moi, dans mon ancien bahut, on a remarqué qu'on avait un IPS hyper bas, je sais plus si c'était 73 ou 77, et on n'était que en REP. Alors que l'IPS moyen des REP+, c'est 74. Oui, parce que du coup, les REP+, c'est encore plus de moyens que les REP. Okay. En gros, c'est tu baisses un peu les seuils. Alors maintenant, on parle plus de seuils, on parle de repères, parce que comme ça leur permet de les dépasser, tu vois. Oui. Bref, on joue sur les mots beaucoup. Oui, voilà. Mais en gros, le principe, c'est de dire dans des quartiers où il y a le plus de besoins, on met le plus de moyens. Au départ, c'était ça. Oui, c'est ça au départ. Au départ, ça partait plutôt d'une très bonne intention. Mais du coup... aujourd'hui, on arrive plutôt sur une politique de saupoudrage. On dit si vous voulez plus de moyens, il faut faire tel et tel et tel projet, et Et en fait, on renforce l'autonomie des établissements plutôt que de dire on renforce plein de moyens au même endroit pour que les élèves aient le droit. On contraint un peu aussi les établissements à devoir prendre des mesures sans vraiment qu'il y ait d'accompagnement aussi, j'imagine, là-dessus. Et c'est une question un peu aussi que moi je me posais, est-ce que ça renforce pas aussi la stigmatisation autour de l'accès à ces établissements? Parce que quelqu'un qui va se dire peut-être pour avoir accès après à des meilleurs établissements comme des lycées, etc., quand on vient de REP ou de REP+, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de la discrimination positive? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que vous le sentez, ou la considération des élèves qui viennent de ces établissements-là? En fait, ça marche. Le problème que tu as si tu viens d'un lycée ou d'un collège d'éducation prioritaire, alors maintenant il n'y a plus de lycée d'éducation prioritaire, mais si tu viens d'un lycée du 93, on va faire simple, tu vois. J'imagine. En fait, c'est si tu n'es plus sur une éducation complètement nationale. Donc par exemple, avec la réforme qu'il y a eu sur Parcoursup, et le fait qu'on a un bac qui est de moins en moins national et de plus en plus qui vaut selon ton établissement d'origine, là ça pose un problème. Et donc toute la réforme de Parcoursup, de toute façon toutes les dernières réformes qui viennent, qui sont en train d'arriver, etc., c'est un bloc assez global, tu vois, le choc des savoirs et tout, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais en fait tout ça c'est un bloc, et c'est un bloc néolibéral. Vraiment on est sur un gouvernement qui est autoritaire, qui est néolibéral, qui fait des réformes extrêmement réactionnaires, et ça se voit. Et nous, on voit le changement que ça opère, c'est-à-dire qu'en fait, on change de système complètement en termes de... Alors, ça allait déjà pas hyper bien, mais là, c'est vraiment carrément catastrophique. Et donc, au fur et à mesure, on arrive vers un système qui va aller vers le tri social. Et l'idée, c'est compétition. Et puis, les riches, reproduction sociale, et les pauvres, reproduction sociale. Il n'y a plus d'échelle sociale. Il n'y a plus d'échelle sociale. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, j'imagine que même si ça part d'une bonne intention, au final, ça renforce aussi... c'est pas tant que ça renforce, parce qu'au départ, ça marchait plutôt bien. Et mais c'est que quand on met les bons moyens, voilà. Mais les politiques ont détourné ce truc-là. Et aujourd'hui... Mais en fait, si tu veux, ils détournent même le principe de mixité sociale. Parce que tu vois, si on te dit, du coup, il faudrait arrêter, parce que c'est un peu la musique qui est en ce moment, il faudrait arrêter l'éducation prioritaire, blablabla. Mais ça, c'est pareil, c'est une fausse question, entre guillemets, parce que tu mets des riches et des pauvres dans la même classe, tout d'un coup, ça va marcher. Puis alors, ça voudrait dire que les pauvres, ils sont pas bien en tant que pauvres. Enfin, tu vois, il y a quand même tout un fond derrière qui est assez nauséabond et qui va plutôt pas vraiment... hypocrite aussi, quoi. Mais oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est toute une question. D'ailleurs, on va en revenir après sur justement ce plan d'urgence, etc. Pour revenir un petit peu sur le contexte à Éducation, donc vous êtes en grève depuis le 1er février. En gros, ouais. En gros, c'est un petit peu... avec cette fameuse revendication de pas de moyens, pas de rentrée, en gros. C'est ça, c'est le 26 février, ça. C'était le 26 février. Entre-temps, il y a eu les vacances. Il y a eu les vacances, voilà. Donc, vous vous êtes mis en grève, justement, pour, face à la situation qui s'est vachement dégradée, au manque de profs. Vous avez pas mal de revendications avec un plan d'urgence. Par exemple, il y a aussi des établissements qui ont un petit peu mis en image ou mis en lumière aussi la situation des établissements. Il y a notamment cet établissement qui est à Sevran, je crois, qui s'appelle le lycée Blaise Sandras, qui a fait beaucoup parler parce qu'il y a une vidéo qui a été réalisée par donc les professeurs et certains élèves. Elle était réalisée par les élèves. Réalisée par les élèves et les professeurs apparaissent dessus. Voilà, ils apparaissent dessus. Je voulais juste qu'on vous la fasse visionner pour que vous rendiez compte un peu de l'état aussi des infrastructures. Je suis une élève à Blaise Sandras dans le 93. Évidemment que ça fait un an que l'ascenseur ne marche plus. Sympa. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. Je suis élève à Blaise Sandras, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise Sandras, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Je suis élève à Blaise Sandras dans le 93. Évidemment que j'ai des chaises toutes cassées.
Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? Je suis ancien prof au lycée Blaise Cendrars et bien évidemment il y a énormément d'élèves par classe, plus de 33 par classe et c'est inadmissible. Je suis enseignant à Blaise Cendrars le 93, évidemment que si je suis absent de longue durée, je ne serai probablement pas remplacé. Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93, évidemment que notre foyer a été ouvert une semaine en 2020 et qu'il est fermé depuis 4 ans. Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que quand je fais cours, j'ai pas de plafond au-dessus de moi. Je suis élève à Blaise Cendrars, donc bien évidemment tout ce qui reste de l'extincteur, c'est ça. Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de rideaux et qu'on les fait nous-mêmes. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que les escaliers de secours sont tellement moisis qu'ils ne portent pas du tout secours. Je suis prof de chimie dans le 93. Évidemment que j'ai 16 paillasses pour 20 élèves. On a à Blaise Cendrars, évidemment qu'on n'a pas de serviettes, pas de savon et ni de papier. On a à Blaise Cendrars, évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond. Je suis professeur au lycée Blaise Cendrars, bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle. Du coup, cette vidéo, bon, vous l'avez vue, donc on voit, il y a... il manque des toits, enfin, je veux dire, il y a littéralement l'établissement qui s'effondre. On a aussi donc les professeurs qui mettent en avant le fait que voilà, ils sont pas remplacés si ils partent en congé maternité ou alors que tout simplement ils sont malades. Il y a toute cette question, etc. Donc on voit dans cet établissement, mais en fait c'est quelque chose qui est pas du tout un cas à part. Ouais. Par exemple, toi, je sais pas si toi, par exemple, dans ton établissement, c'est quelque chose qui arrive couramment. En tout cas, que les infrastructures ne sont pas entretenues, que il y a un manque cruel de moyens, etc. D'ailleurs, on en parlait rapidement, il y a même les professeurs qui ont participé à cette vidéo ont été eux-mêmes convoqués. Oui, il y a une tentative du rectorat. Voilà, le rectorat. Pour mettre un coup de pression. Et alors, c'était assez drôle parce que du coup, il y a eu un rassemblement dès le lendemain. Ça a été très facile de les protéger parce qu'au niveau légal, tout était dans notre sens. Ils n'ont vraiment commis aucune faute professionnelle. Et puis, le rassemblement était suffisamment fort pour qu'il y ait des profs en train de taper dans les murs pendant tout l'entretien. Donc, l'entretien a été très compliqué à faire. Et nous, à l'audience qu'on a eu au ministère, ils se sont engagés à ce qu'il n'y ait aucune poursuite. D'accord. Bon. C'est le seul truc qu'on a gagné. On a déjà gagné un truc. Voilà. Disons que bon, ça a beaucoup attiré la question autour du coup de ces sanctions, etc. Mais au final, le fond de la vidéo qui montre quand même que les étudiants et les professeurs se retrouvent à travailler dans des conditions qui... parce qu'on ne parle pas aussi de... là, c'est ce qu'on peut voir, mais il y a aussi le fait que les chauffages ne marchent pas. Donc en hiver, c'est très compliqué. En été aussi, le manque de les fenêtres, par exemple, qui ne s'ouvrent pas ou je ne sais quoi, en fait, qui font que tout ça, ça renforce déjà que c'est déjà difficile peut-être pour certains même de suivre les cours. Donc en plus de ça, on a un peu cette idée, j'imagine, d'abandon aussi de la part des pouvoirs publics. Et c'est une des raisons donc, pour lesquelles on y arrive. Vous mobilisez plus largement donc, depuis donc, le mois de février. Vous réclamez, donc il y a eu une mobilisation la semaine dernière, il y a eu une mobilisation aussi mardi. Ça fait 4 semaines. Il y a une grève reconductible avec donc, des jours du coup, de grève, de manifestation, etc. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que vous réclamez, notamment ce plan d'urgence? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous demandez concrètement depuis plusieurs semaines? Alors concrètement, ce qu'on demande, c'est 2 collectifs budgétaires. Donc un collectif budgétaire, c'est de l'argent qu'on demande à l'État, de manière générale, et pas juste à notre ministère, enfin, on va dire pas juste au rectorat ou pas juste au département ou à la région. On demande vraiment des collectifs budgétaires financés par l'État de manière globale. Qu'est-ce que ça change de demander ça change que tu n'as pas le même interlocuteur. C'est-à-dire que si tu parles à ton rectorat, il va pas te sortir des millions d'euros comme ça de la poche. Il peut pas, c'est pas lui qui est le financeur. Le département, on en reparlera, mais on est dans le département le plus jeune et le plus pauvre de France hexagonale. Le département, il investit déjà un tiers de son budget d'investissement dans les collèges. C'est, je crois, le 5e département qui investit le plus dans la jeunesse. Donc, en fait, à un moment, ils ont plus les thunes. Oui, puis même, je digresse un peu, mais c'est aussi un département où beaucoup commencent leur carrière aussi en tant que prof. Donc... Ça, on aura l'occasion d'en reparler, tout à fait. Mais du coup, en fait, très clairement, aujourd'hui, les collectivités territoriales, elles ont plus le fric. Le rectorat, il va pas te lâcher quoi que ce soit parce que c'est pas lui qui décide du budget. Et donc, on se dit, on va taper directement au-dessus. Parce que ce qu'il nous faut, c'est un plan de rattrapage. En fait, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on le sait, quasiment une fois par génération, il faut un gros plan de rattrapage parce que c'est là qu'on cumule toutes les inégalités. Alors, il y a d'autres territoires en France qui vont pas bien, c'est pas la question. C'est plus, en Seine-Saint-Denis, c'est là où il y a le plus de ce cumul-là au mètre carré, quoi. Si j'exagère, en gros, c'est un peu ça. Et donc, on a besoin de ce plan de rattrapage-là. Il y en avait eu un en 98, il y en avait eu un tout petit en 2015. Là, il nous en refaut un gros. Tu vois, en 98, ils avaient gagné 3000 postes. Voilà. Bon, nous, ce qu'on demande, c'est ça. C'est des postes
Donc on veut des moyens humains, un collectif budgétaire pour les moyens humains et un collectif budgétaire pour le bâti. Parce que tu en as parlé, l'établissement il tombe en ruine. Quoi. Il date des années 70, il y a de l'amiante partout, enfin je te passe les détails. Plus de ça, voilà. Au niveau de la santé. Non, c'est génial, c'est merveilleux. Et donc du coup, on a donc ces deux choses-là. Pour les moyens humains, on a compté ces 358 millions d'euros. Alors ça paraît beaucoup, mais par exemple, vous rappeliez que par exemple pour les uniformes, ils ont investi 2 milliards. Oui, et donc, puis il y a le SNU qui est quand même hyper décrié aussi parce que c'est tout le côté militaro. Donc en fait, c'est pas un manque de budget, c'est plus une orientation. Oui, c'est des choix. C'est des vrais choix budgétaires et c'est des choix politiques. On se dit, ok, on va mettre plus d'argent dans des uniformes qui servent à rien. Enfin, en tout cas, ça va pas donner des lunettes à mes élèves qui n'en ont pas. Et on va mettre de l'argent dans le fait d'envoyer des élèves faire un faux service militaire. Pour l'école émancipatrice pour toutes et tous et voilà et le pacifisme. D'ailleurs le SNU vous avez des élèves qui ont ça se passe comment parce que pour le coup on sait pas trop pour l'instant. Alors c'est plutôt en lycée. Moi je suis en collège donc j'ai pas forcément énormément de retours mais ce que je peux te dire et ce qu'on tu vois au niveau de la Fédé on le dénonce vraiment. J'imagine que vous suivez ça Ouais, on est contre et puis surtout il y a un énorme problème et dont on parle très peu, c'est les violences. En fait, il y a eu plusieurs affaires de cas de violence, de VSS, d'agression sur mineurs. Enfin, c'est quand même chaud, quoi. Parce qu'en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des réservistes qui gèrent le truc, qui sont pas formés pour ça, qui sont un peu les vieux de la vieille de la réserve et ils sont pas formés à encadrer des mômes, quoi. Donc déjà que c'est pas une super idée en plus, ça peut laisser des conséquences et puis ils vont pas du tout en parler mais bon ça c'est un autre sujet mais tu vois tu disais qu'il y avait pas assez d'argent soi-disant. Nous c'est les réponses que nous a fait la ministre quand elle nous a reçus, enfin pas la ministre parce que voilà, ça aurait été trop beau, mais la conseillère aux affaires sociales et elle nous a dit oui de toute façon il y a pas assez d'argent, on n'a pas d'argent, blablabla, politique d'austérité. Oui, enfin en attendant on fait les cadeaux aux entreprises, il y a la fraude fiscale, il y a le fait que les actionnaires c'est plus 500% sur le CAC 40, c'est des choix. On fait le choix de dire les services publics c'est une dépense et financer les entreprises c'est un investissement. C'est leur choix, c'est un vrai choix politique derrière de politique budgétaire. Nous on n'est pas d'accord, on dit que non, les services publics c'est un investissement et dépenser dans les entreprises c'est un coût. Et donc en fait il faut prendre aux entreprises, alors pas n'importe lesquelles, hein, évidemment on parle bien des super méga entreprises de CAC 40 etc. Et on va donner, on prend les méga riches parce qu'au final il vous suffirait de pas énormément. Non, mais 358 millions. Pour te donner un exemple, j'avais un collègue qui disait ça en AG et je trouvais ça assez chouette. 358 millions de 4 milliards, parce que 4 milliards, c'est SNU plus uniforme. C'est l'équivalent de la différence entre 6 mois, je crois, et 300 ans, ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, on ne demande rien. Alors, je ne sais plus si c'est le bon rapport, mais c'est pour montrer que c'est... Enfin, on ne demande rien. Et donc, 358 millions d'euros pour 5000 postes de donc on est sur 5000 postes de profs. Des AED, des AED, donc les assistants d'éducation, des AESH, les assistantes pour les élèves, notamment en situation de handicap, des CPE, des assistantes sociales, etc. etc. Enfin, tu sais, ça pourrait paraître un peu anecdotique, un ou une assistante sociale, mais en fait, c'est le nerf de la guerre. Par exemple, tu sais, on parlait du taux de boursier. C'est ça qui donne le droit à avoir plus de moyens en REP et en REP+. Si t'as pas d'assistante sociale... Difficile de monter des dossiers. C'est difficile de monter des dossiers, surtout quand t'as des parents qui sont éloignés du français ou qui parlent assez mal, tu vois, ou qui savent pas écrire, pas lire. Ou qui savent tout simplement pas qu'ils y ont droit. Ou qui savent pas qu'ils y ont droit, parce qu'on a aussi beaucoup de parents qui y ont droit et qui ne le demandent pas. Et donc on a vu des bahuts qui n'ont pas d'assistance sociale depuis 3 ans, dans le département le plus pauvre et le plus jeune de France, enfin je rappelle. On est passé d'un taux de boursier de 45 à 25%. Et donc, est-ce que ça les arrangerait pas aussi d'une certaine manière ? Est-ce que c'est... Moi, c'est toujours une question que je me pose parce que c'est limite presque dans l'intérêt de tout le monde qu'en fait ces aides-là ils puissent être... Moi, je comprends pas comment on peut encore avoir autant de gens qui n'ont pas recours en fait à ces aides-là. Mais parce qu'augmenter les assistantes sociales et donc avoir suffisamment d'assistantes sociales, ça touche aussi à d'autres régimes. Et en fait, pour eux, ça veut dire dépenser. Parce que pour eux, c'est un coût, c'est pas un investissement. Et enfin, tu vois, c'est là aussi on est sur une logique néolibérale, c'est que moi j'ai quand même des élèves et j'en ai je pense 2-3 par classe, le repas de la cantine c'est le seul de la journée. On est dans cette misère là. J'ai des élèves, ils n'ont pas de lunettes à l'arrivée en 6e parce qu'il n'y a plus de médecins scolaires, il y en a 3 pour tout le département. Génial. Oui, puis si cette infirmière, après ça c'est des choses que même il y a encore 10 ans, on pouvait voir. Moi je me souviens quand j'étais au collège, l'infirmière, il y avait 2 jours dans la semaine où tu pouvais être malade, le reste du temps
Donc c'est des questions en fait qui n'ont pas du tout évolué depuis. Et qui sont pires. Et qui en fait parce qu'aujourd'hui il y en a même pas. Oui, il y en a même plus. Et d'ailleurs il y a aussi donc vous demandez aussi le recrutement de profs. Moi il y a une question qui m'a beaucoup marquée, c'est celle du recrutement des intérimaires. On se souvient l'année dernière, il y avait eu des choses qui avaient été mises en place, ces fameux speed dating pour devenir prof, où en 20 minutes on pouvait vous recruter, etc. Ça a dû avoir un impact aussi parce que c'est une mesure pansement, encore une fois. On essaye de recruter des intérimaires qui n'ont pas forcément de compétences. Est-ce que vous l'avez vécu aussi, ces professeurs remplacés mais mal remplacés Est-ce que ça a eu des conséquences ? La conséquence principale, c'est qu'aujourd'hui, un élève dans le 93, il perd 1 an de cours sur toute sa scolarité. Le non-remplacement, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on a eu la pire rentrée du 93. Et c'est pour ça qu'on a fait le plan d'urgence, on pourra en reparler, mais en gros, on a eu vraiment la pire rentrée. Et il y avait dans 60% des établissements, il manquait un prof. Au moins un prof dans le 93 à la rentrée. Et Attal, pendant ce temps, il était en train de dire oui, il y a un prof devant chaque classe. Non, ça n'allait pas. Et donc il y a un vrai problème de recrutement. Il y a un problème de recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On recrute des contractuels parce qu'en plus, ça coûte moins cher parce que du coup, ils sont pas officiellement dans les charges. Parce qu'on est vu comme des charges. Donc, ils sont pas officiellement dans les charges parce que c'est du recrutement externe. Donc, c'est pas des emplois, internes. C'est pas des fonctionnaires. Oui, parce qu'en fait, n'importe qui finalement peut postuler. Alors n'importe qui, oui, faut quand même pas exagérer. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, il faut avoir des diplômes, mais c'est des diplômes qui n'ont rien à voir avec le fait d'être prof. Ça, on est tout à fait d'accord. Maintenant, être contractuel, c'est compliqué parce que c'est quand même souvent des gens de bonne volonté. On va pas cracher sur des gens qui ont envie de faire notre boulot. Enfin, tu vois, déjà il y a ça. Et puis il y en a plein qui, effectivement, sont pas formés au début, mais mettent tout en œuvre pour se former. Donc moi, j'ai du mal à dire les contractuels, c'est tous des gens pas formés. Enfin, tu vois, il y a quand même. Enfin, c'est quand même une vraie profession, etc. Il peut y avoir un peu n'importe qui dans le sens où il peut y avoir des gens qui se retrouvent à enseigner. Il y a des erreurs de casting. Voilà. Et il y a des gens à qui on fait croire. Non, mais c'est hyper dangereux parce qu'en fait, il y a des gens à qui tu fais croire qu'on va te donner tous les cours déjà prêts et que tu vas juste arriver devant ta salle de classe et le faire. On a des gens qui démissionnent au bout d'une journée, tu vois. Et c'est pas rare. C'est vraiment pas rare. Donc, nous, à la CGT, on a un repère revendicatif, c'est qu'on demande la titularisation sans condition de tous les contractuels, en disant c'est de l'emploi caché, en fait, ces gens-là, on en a besoin, donc arrêtez, titularisez-les, et puis on se forme. On forme tout le monde. Oui, parce que du coup, ils n'ont pas de formation non plus. Non, mais il y en a beaucoup qui le font d'eux-mêmes, et heureusement, parce qu'en fait, c'est pour ça on garde un niveau à peu près potable, tu vois. Mais il y en a certains qui n'y ont pas accès, ont du mal à le faire, et sont en difficulté, mais ils ne sont pas en difficulté de leur faute, tu vois, ils sont en difficulté parce que l'institution leur donne pas les moyens de faire. Parce qu'on s'improvise pas professeur non plus, quoi. Alors il paraît que c'est un vrai métier, aux dernières nouvelles. Mais voilà, c'est la dernière fois que j'ai vérifié. Et donc, vous êtes en grève reconductible dans un milieu où déjà c'est difficile de se mettre en grève parce que il y a aussi cet engagement pour les professeurs de se dire on n'a pas non plus envie de mettre nos élèves dans la panade. Ils loupent déjà 1 an de cours. Voilà. Je vais encore louper 1 heure de cours avec ma classe. Comment on s'organise ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des espèces de roulements ? Enfin, je sais pas, moi j'ai plein de questions par rapport à ça. Voilà. Comment vous menez cette mobilisation-là pour qu'elle tienne aussi sans avoir trop de répercussions, j'imagine, sur les parcours des élèves, quoi. Alors déjà, je pense qu'à partir du moment où tu dis en fait toutes mes classes elles perdent 1 an de cours sur leur scolarité, t'en es à te dire 2 mois en moins. Si on gagne tous ces postes, si on gagne les remplaçants, il y a un moment, bon. Oui. Mais ça, il a fallu convaincre les collègues de ça. Oui, bien sûr, parce que il a fallu convaincre qu'on pouvait gagner, etc. Et donc, en fait, le plan d'urgence, tu vois, on parle de tout depuis 26 février, ça y est, on a commencé. Mais en fait, ça a commencé en octobre. Pourquoi particulièrement en octobre ? Parce qu'en fait, du coup, il y a eu cette fameuse rentrée qui a été complètement sinistrée et on s'est posé au niveau CGT, on s'est posé avec l'IS et on a dit... l'intersyndicale. Oui, parce que cette mobilisation, on l'amène aussi avec la FSU et Sud et la CNT et 93. Et donc, on s'est dit... En fait, là, on a un mandat des collègues. Il y avait plein de bahuts qui avaient débrayé à la rentrée. Enfin, c'était vraiment rentrée sinistrée. Et on s'est dit, plus jamais ça. Et on va partir du terrain. Et on va te dire, de quoi toi, dans ton bahut, t'as besoin, de quoi toi, dans ton bahut, t'as besoin, etc. Donc, c'est vraiment et on a fait un questionnaire. Voilà. Et c'est vraiment une méthode CGT, donc je suis vraiment très fière qu'on ait réussi. C'est trop cool. Du coup, vas-y, explique. Et en fait, c'est un questionnaire de à la fois remontée des doléances et en même temps conscientisation. En fait, tu l'utilises pour les deux. Donc, on s'est mis d'accord en intersyndical sur des seuils. Tu vois, on a tous des repères revendicatifs différents. Tu vois, et nous, on dit 15 élèves par classe en éduc prio, mais 20 ailleurs.
La FSU, elle va dire 20 partout. Sud, ils vont dire, je sais pas, 18. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête. Oui, parce mais tu vois, le manque de profs fait aussi qu'il y a des classes, vous retrouvez avec des classes surchargées aussi, ça c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais ça fait aussi partie des revendications. En fait, la moyenne du nombre d'élèves par classe en Europe, c'est 20. En France, on est à En France, on est largement au-dessus. On a les classes de collège les plus chargées d'Europe. Voilà. Et puis moi, je me souviens des classes de lycée aussi à 40. Là, je t'en parle pas. Mais encore un autre problème. Voilà. Mais autant te dire qu'en France, on a les classes les plus chargées d'Europe. Donc, c'est clairement qu'on met pas le fric là où on en a besoin. Enfin, il y a un moment, voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais. Excuse-moi. Non, je t'en prie, c'est moi qui t'ai coupé. J'étais sur... Oui, on s'est mis d'accord sur des repères. Ouais. Et en fait, le fait de s'être mis d'abord d'accord sur ces repères, ça a permis aussi de dire, regardez les collègues, si vous aviez 20 élèves par classe, combien est-ce qu'il manque de classes dans votre établissement ? Et là, tu vois, t'as les collègues qui font « Ah, mais en fait, il manque tant de classes. » Donc, on a calculé, blablabla. On a fait... Vraiment, le questionnaire, il est hyper exhaustif. On utilisait 5 pages. Enfin, donc, genre long. À relire, ça a dû être assez long. Il y a 50% des établissements du 93 qui ont répondu. Ça prouve que les gens ont envie que ça change. Mais ça prouve que les gens ont envie que ça change. Enfin, on n'a jamais vu des résultats pareils. Donc, et puis en plus, nous, on a une base statistique solide, tu vois, derrière. Et on a calculé, il manque 529 classes en collège. Rien qu'en collège. Alors, il y a aussi des questions sur la primaire et sur le lycée. Mais rien qu'en collège, il manque 20 établissements. Ouais. Il faudrait construire 20 collèges en 93 pour avoir des classes et des collèges à peu près à taille humaine et que ça fonctionne. Et donc, quand tu dis ça, puis tu poses toutes les questions sur le bâti, tu vois, les collègues, ils sensibilisent. Quoi, comment ça ? Parce que du coup, ils ont posé des heures d'info syndicales, ils ont rempli ça en équipe. Enfin, tu vois, tu commences avec une dynamique comme ça, octobre, novembre. Derrière, nous, on fait toutes les tournées pour distribuer le questionnaire, pour sensibiliser au questionnaire, laisser les QR codes, dire regardez, il y a ça qui est en train de se lancer, c'est pas mal, c'est en intersyndical, on fait remonter les doléances, dadada. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation sur le terrain. Travail de sensibilisation, et puis de dire, en fait, on part du terrain, on y va là, on est parti, on monte un dossier. Concrètement, en fait, on monte un dossier concret, on chiffre de quoi le 93 il a besoin. Et donc, tu vois, tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire à la fois, tu fais le boulot statistique et en même temps, tu sensibilises. Mais faire remonter et dire il nous manque 10, 15 collèges, etc. Enfin, c'est à la fois hyper concret. En même temps, on se dit, mais c'est impossible de... Enfin, comment on va trouver le moyen de répondre à cette demande, quoi. Du coup, vous proposez aussi des propositions. Enfin, oui, non, mais... Ouais. Pour ça, du coup... Oui, bien sûr, j'imagine que vous n'êtes pas juste dans le constat, mais... Comment on essaye aussi que ça paraisse pas non plus insurmontable, quoi, parce que c'est vrai que quand c'est présenté comme ça, on se dit mais en fait c'est trop. Donc est-ce qu'il y a des solutions aussi pour éviter de se dire il faut construire peut-être mieux répartir les classes, mieux. Il faut qu'on construise les établissements. Enfin là, il y en a pas de solution, mais c'est parce qu'il y a eu un sous-investissement chronique pendant des années. Et ça serait possible d'après oui. En fait, Macron il a sorti 3 milliards pour Marseille, comme ça. Donc en fait, en disant oui, les écoles marseillaises sont sous-payées, ce qui est vrai. Enfin, je veux dire, elle s'est sous-dotée, c'était le bordel. Enfin voilà. Et donc il sort ça hyper facilement. On a quelqu'un qui nous dit les enseignants pourraient faire plusieurs matières comme un animal, mais il faudrait que l'argent suive derrière. Ça c'est encore aussi voilà. En fait, c'est pas tant la question de plusieurs matières, c'est la question du temps de cours dans la journée en fait, parce que moi je fais déjà 18 heures plus 2 heures sup, alors on se dit 18 heures c'est rien. Et en fait il y a tout le travail de préparation de cours, de correction. Déjà il y a ça, voilà, donc en fait mes vacances j'y travaille aussi, enfin voilà, je travaille les week-ends. Oui, les professeurs quand c'est les vacances sont pas en vacances en fait. Les vacances scolaires, on va dire que le bon côté qu'on a c'est qu'on peut choisir quand est-ce qu'on travaille, c'est-à-dire qu'en dehors de mes heures de cours c'est moi qui choisis si je travaille tu vois, le samedi matin ou le dimanche après. Ouais, mais puis aussi cette question, je sais qu'avec ce droit à la déconnexion, le fait que maintenant il faut remplir tout en ligne, etc., c'est difficile de déconnecter aussi, de décrocher. Ouais. Bon, du coup, au final, les 18h, en fait, c'est pas 18h, c'est bien plus. Ah non, mais de toute façon, on estime en moyenne qu'un prof travaille entre 40 et 45 heures semaine. Voilà, si on fait le ratio sur toute l'année, pour tous ceux qui disent que les profs sont tout le temps en vacances, c'est 40-45 heures semaine et on n'est pas assez payé. En fait, on a perdu 25% de pouvoir d'achat. En gros, depuis les années 80-90, pour faire simple, en termes de dégradation du métier, dans les années 80, on était payé 2,3 fois le SMIC. Donc aujourd'hui, on devrait être payé plus de 3 000 € en début de carrière. Ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas payée 3 000 € et j'ai déjà 10 ans d'expérience. Ça fait partie de vos revendications. Donc aussi, ce plan d'urgence, c'est aussi ce budget alloué. Non. Enfin, non. Oui et non. C'est-à-dire que oui, au niveau national, on revendique des meilleurs salaires, etc. Mais c'est pas nous, pour le 93. Enfin, on ne demande pas à être mieux payé que le reste de la France. Bien sûr. Donc on reste sur des... Tu vois, voilà, oui, évidemment, ça fait partie de nos revendications de dire oui, on doit être mieux payé. Et oui, il faut un choc des moyens, un choc des salaires et pas le choc des savoirs. Et voilà, mais... Ça, pour le coup... D'ailleurs, je vais rebondir sur ce fameux choc des savoirs. C'est une nouvelle réforme qui est passée. C'est une contre-réforme. Une contre-réforme qui est passée, pardon. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça et aussi tous les
toute la question autour de ce fameux choc des savoirs. Alors, je vais essayer de faire court. Voilà. Je vais arrêter de me faire des gros tunnels. Non, mais t'inquiète, j'espère que les gens arrivent à suivre. C'est très intéressant. En gros, comment dire, il faut se dire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la petite cerise sur le gâteau de quelque chose qui a été commencé dès le premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc en fait, ça fait 2 mandats que nous, on subit tout ça. D'accord. Et au départ, on a fait une petite touche par-ci, une petite touche... Donc il y a eu Parcoursup, après il y a eu la réforme du lycée, après il y a eu la réforme de ceci, et en fait, quand tu prends tout ensemble, tu vois que c'est un système. Et que c'est un système néolibéral pour trier les élèves. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc en gros, qu'est-ce que ça va faire, le choc des savoirs ? Ça va faire que les profs de primaire ne vont plus être libres d'adapter leur pédagogie à leur classe. Ils vont avoir un truc très minuté. Oui, tout est ultra standardisé. C'est ultra standardisé en disant telle heure de cours, tu dois faire tel exercice en tant de minutes. Ensuite, tu passes à ça. Et donc, on se transforme en exécutant. Tu vois, on n'est plus des... Oui, tu deviens une machine à alors enseigner, qu'en fait, a priori... Alors que chaque élève a peut-être besoin d'un suivi individualisé, tu vois, on s'adapte à notre classe, à son rythme. Je fais pas le même cours 2 fois de suite parce que même si je reprends exactement le même cours, de toute façon, j'ai pas les mêmes élèves en face, donc je vais pas te dire la même chose. Et puis même, j'imagine qu'aussi, c'est pas très enrichissant, épanouissant pour un prof de juste répéter les mêmes choses. Alors moi, j'ai pas signé pour ça, perso, mais voilà. Alors il y a ça, c'est le premier problème. Ensuite, en fonction des évaluations nationales, les élèves vont être triés à l'arrivée en 6e en 3 groupes. Alors là, ils essayent de revenir plus ou moins dessus parce que notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Belloubet, elle vient de la maison, elle vient de l'éduc, donc elle sait qu'il y a des trucs qui passent et des trucs qui passent pas, et que le groupe de niveau, ça ne passe pas. Il faut quand même rappeler qu'en l'espace de 6 mois, il y a eu 3 ministres différents, dont aussi le ministère de l'Éducation nationale qui a été plus ou moins mélangé, enfin je veux dire unifié à celui des sports pour ensuite être individualisé. Enfin ça fait aussi que c'est difficile aussi, j'imagine, de saisir les pouvoirs publics, etc. Donc avec Belloubet, peut-être qu'il y a une nouvelle ouverture, peut-être plus de facilité à se faire entendre. Alors c'est ce qu'on s'était dit. Alors après, il faut voir ce que le gouvernement il laisse comme marge de manœuvre. Attal, il avait dit oui, je prends l'éducation avec moi au gouvernement et au ministère à Matignon. Effectivement. Oui. C'est-à-dire que la conseillère aux affaires sociales, quand elle nous a reçus, elle a fait et nous on a dit d'accord. Bon du coup on va à Matignon, et donc du coup aujourd'hui la manifestation elle allait à Matignon en disant vous voulez pas nous répondre au ministère de l'Éducation nationale, on va aller à Matignon. Donc bref, le choc des savoirs, il y a ce tri en groupe de niveau. Alors les groupes de niveau, tous les scientifiques disent que c'est nul, que c'est délétère. En gros, généralement, ça se transforme en tri social. Voilà, on va faire simple. Il va y avoir des stages de renforcement qui vont être mis. Donc, t'imagines, t'as déjà un rapport un peu pas ouf à l'école. C'est pas ton grand kiff. En plus, derrière, t'as le français et les maths où on te refout des cours en plus dedans. Donc, tu fais des heures sup à l'école en tant qu'élève, alors que déjà, t'aimes pas ça. Enfin, tu vois, le rapport dégradé, en plus, t'as l'impression que tu sais que t'es dans le groupe des nuls, donc tu te sens encore plus nul. Ça, c'est horrible. Voilà. On te fait redoubler. Pourquoi ? On ne sait pas, mais on te fait redoubler. T'as juste l'impression de finir et d'être un boulet, quoi. Voilà. Tu rates le brevet. Sauf que le brevet, avec le choc des savoirs, c'est devenu un coup prêt pour accéder au lycée. Donc tu peux plus accéder au lycée. Donc tu peux pas accéder au lycée. Si t'as de la chance, tu peux pas faire partie des 3 classes par académie. Dans toute l'académie Créteil. Donc le 77, le 94 plus le 93, il va y avoir 3 classes qui sont des prépas lycée. Oui, donc clairement pas assez pour le coup. Voilà. Donc ils vont aller là-dedans. Éventuellement, s'ils ont un peu... Voilà. Et après, ils pourront accéder soit au lycée général, soit au lycée pro. Sinon, s'ils n'ont pas ça, ils vont tous en CAP. Oui, donc c'est la solution, c'est on envoie tout le monde en CAP et puis... Alors, il y a déjà plus de place en CAP, donc je veux bien savoir où est-ce qu'ils vont les envoyer, parce que... voilà. Et donc il y a aussi cette question des élèves qui vont se retrouver sans établissement aussi. Non, et puis à partir du moment où tu as le redoublement, si tu veux, c'est ça qui est hyper traître, c'est que les gamins, ils ont redoublé. Donc ils arrivent à l'âge du lycée vers 16 ans. 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire. Donc en fait, les mots, ils vont dire, puisque c'est comme ça, je vais travailler. Et donc le projet derrière, c'est... on imagine, c'est d'envoyer absolument une partie de la population sans diplôme. Parce qu'on est un des pays où quasiment tout le monde accède à un diplôme. En Italie, par exemple, tu as une proportion énorme de mômes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Donc là, ça veut dire que tu vas sortir du système scolaire sans diplôme. Alors, je dis pas que le diplôme fait tout, tu vois, mais quand même. Et puis, pendant des années, on nous a envié notre lycée professionnel. Alors, il a été détruit et il continue à être détruit. Puis il est vu aujourd'hui comme l'endroit où on envoie ceux qui n'auraient pas le niveau d'aller en général, alors que des fois il y a des filières professionnelles qui sont, je veux dire, c'est. Ah non, mais et puis heureusement. Je suis désolée, mais pro ne veut pas dire moins bon. Ah mais pas du tout. Mais il y a beaucoup de gens sauf que c'est l'image qu'ils en ont, et que là aujourd'hui, ce qu'a fait le gouvernement, c'est que par exemple, les entreprises vont rentrer au conseil d'administration des établissements de lycée pro.
et elles vont décider un peu de la carte des formations. Ce qui veut dire qu'on va plus t'apprendre à être garagiste, on va t'apprendre à changer les pneus à la manière speedy. Oui, donc en fait, on va faire des travailleurs à la chaîne. Oui, et puis surtout, comment est-ce que tu peux être un ouvrier qualifié avec toutes les connaissances dont tu as besoin. Si on t'apprend juste une tâche. Si on t'apprend une tâche de telle entreprise en plus. Tu vois, il y a un vrai problème là derrière. C'est-à-dire qu'en termes de formation, de compétences, etc., mais ça va pas du tout. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lutter contre cette... Ah ouais, non, mais là, en fait, et puis il y a un côté aussi, en fait, on a besoin des parents. D'ailleurs, oui, on en a pas du tout parlé, mais la question des parents, est-ce que aussi, eux, vous avez senti qu'ils vous ont suivi dans les manifestations? Est-ce que, parce que, bon, on pourrait se poser la question aussi de savoir si les parents se sentent concernés par tout ça. Est-ce qu'ils viennent en mobilisation? Est-ce qu'ils sont... est-ce qu'ils apportent leur pierre à l'édifice aussi C'est assez fou, ouais. En fait, si je repars un peu en arrière, tu vois, quand on a eu le conseil d'administration de mon collège sur la question du choc des savoirs et les groupes de niveau qu'il allait falloir mettre en place et comment, moi j'ai vu des parents qui étaient au bord des larmes et qui m'ont dit en fait, vous nous avez même retiré l'espoir. Donc c'est chaud. Enfin, tu vois, on est quand même sur un état de violence sociale qui est quand même assez élevé. Et là, nous, on voit des parents qui relèvent la tête, qui disent en fait, on y va, puis on va y aller jusqu'au bout. Donc ils parlent de commencer à occuper les écoles. Ils parlent. Il y avait 4 manifestations dans 4 villes menées par la FCPE, et c'était pas des manifestations départementales. C'est juste 4 villes comme ça qui avaient décidé de partir samedi dernier. Voilà, 2500 personnes dans la rue. C'est énorme. Enfin, je veux dire, tu vois, elles ont même pas été vraiment préparées. Plus d'une semaine, enfin, t'as 2500 parents dans la rue. Un peu de manière spontanée. Donc, et de manière un peu spontanée, enfin, tu vois, et t'as les parents, t'as les familles, t'as les enfants, et t'as tout le monde qui relève la tête, et ça, c'est fou. En fait, c'est que tu vois un département entier qui se met à relever la tête et dire, mais en fait, on s'est habitué à la misère, mais nous, on vaut mieux que ça. Est-ce que du coup, vous sentez que aussi le fait que vous soyez suivis par les parents qui viennent de milieux sociaux et de milieux professionnels plus variés, etc., ça a fait un peu réagir le ministère? Est-ce que ces mobilisations-là, vous sentez, là, aujourd'hui, par exemple, il y a une manifestation actuellement, comme tu le disais, qui va à Matignon. Vous attendez... Bien sûr que vous attendez des réponses, mais est-ce que vous sentez que peut-être vous pourriez avoir des discussions? Est-ce que vous sentez que peut-être ça va bouger? Alors nous, on est persuadés qu'on peut gagner parce qu'on sait justement qu'on a les bons arguments, on sait qu'on a la force derrière nous. Voilà, donc, et puis de toute façon, on n'y serait pas allé si on ne pensait pas qu'on ne pouvait pas gagner. Enfin, voilà, clairement. Après, est-ce qu'on va gagner dans une semaine? Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir qu'on continue après les vacances. Et ça tombe bien, on a une caisse de grève qui est déjà... alors, je pense que là, ce matin, elle était pas loin de 30 000. Il manque 20 000 dessus qu'il faut encore qu'on verse parce qu'on sait qu'on a ces 20 000 là qui arrivent en plus. Donc, on va dire qu'on est en gros à 50 000 sur la caisse de grève. Et puis, elle continue à tourner. Et voilà. Et en fait, c'est pour financer la reconductible. Et on sait, en fait... On va recommencer à la rentrée. Vous n'avez pas voulu nous écouter, on va pas refaire notre rentrée, je suppose. Alors l'AG l'a pas décidé, là c'est moi qui le lance comme ça, mais je vois pas le mouvement s'arrêter, si tu veux, alors que ça se massifie et que c'est de plus en plus fort, quoi. D'ailleurs, les vacances, est-ce que c'est pas parfois un moyen de... Enfin, la lutte, est-ce qu'elle devrait pas aussi continuer pendant les vacances? Est-ce que ça met pas un peu un terme des fois? Est-ce que ça rend pas la reconductible plus difficile? On pourrait imaginer que ces périodes-là... Je suis pas persuadée... déjà parce que je pense que tout le monde est crevé. Il faut penser à se reposer. Là, on est un peu claqué. On vous a mis la caisse de grève dans le chat si vous voulez participer ou la relayer avec. Bien sûr. C'est gratuit. Voilà. Oui, on parle des vacances de printemps là, celles qui arrivent. Mais dans 3 semaines en plus. C'est... Dans 2 semaines, ouais. J'ai l'impression que c'est tout le temps les vacances. Ouais, là, c'est les 6 semaines en ce moment. Donc voilà, c'est dans 2 semaines. Et donc l'idée, c'était de dire après dans 4 semaines, dans un mois, on refait pas notre rentrée et puis voilà. Mais après, c'est quasiment la fin de l'année, quoi, déjà après. Non, il nous reste 8 ou 9 semaines, voire 12, enfin je sais plus, mais donc, il nous reste le temps. Quoi. Toutes ces semaines, vous puis le on a même des collègues qui disent, de toute façon, le contrôle choc des savoirs, moi je suis prêt à boycotter le brevet, à boycotter tout, à mettre 20 à tout le monde. Enfin non, mais là c'est en train de... Ça s'engraine. D'accord. On n'a pas fini. En fait, et puis on sait aussi qu'on est regardé, c'est-à-dire que tu vois, j'étais en congrès, en ce moment c'est le conseil de notre union de syndicats du 93, et donc j'y étais là hier, j'en reviens là ce matin pour être ici, et on nous a dit, mais en fait vous vous rendez pas compte, on parle de vous dans toutes les salles des profs de France, vous donnez de l'espoir à tout le monde, en fait on est tous en train de se dire on est derrière vous,
lâchez rien, on arrive. Oui, parce que laissez-nous le temps de construire, mais on arrive. Vous êtes l'orgue 93, mais j'imagine que du coup, il y a aussi d'autres syndicats locaux, etc., qui se sentent concernés. Vous avez été rejoints aussi au fur et à mesure de la mobilisation par d'autres syndicats Alors, pas exactement sur le même modèle. C'est-à-dire que nous, on dit le plan d'urgence contre le choc des savoirs. Eux, ils sont essentiellement sur choc des savoirs, choc des salaires, etc. Ça dépend aussi des problématiques auxquelles non, mais c'est ça. En fait, chacun est... Voilà. Après, il y a une problématique globale, c'est les salaires et le choc des savoirs. Où on est totalement tous contre, quoi. Voilà, ça, c'est donc simple. l'union fait la force, finalement. L'union fait la force, voilà. Après, nous, on veut rester visible quand même sur... Tu vois, c'est un peu le côté équilibriste. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment qu'on est pour l'élargissement, et évidemment qu'on veut que, tu vois, il y a la France qui se soulève, voilà. Il y a les problèmes dans la Seine-Saint-Denis. Voilà, il y a les problèmes de la Seine-Saint-Denis. Enfin, ce plan de rattrapage, il faut vraiment qu'on l'ait et on n'a pas le choix là-dessus, quoi. Ok. Voilà. Et bah écoute, trop cool. Du coup, tu m'as dit la suite, ça va être continuer la mobilisation. Ouais. Y a d'autres appels à manifestation prochainement qui ont été prévus ou pas encore C'est en attendant l'AG. Ok. On va qui à aura lieu tout à l'heure. À 16h, c'est l'AG, j'y vais. AG à 16h. Voilà. Écoute, on restera connectés pour savoir tout ça. Je pense qu'on a tout vu ensemble. Ouais. On va maintenant enchaîner. On va passer à ma deuxième invitée d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir discuté. Merci à c'était toi, trop vraiment. cool. J'espère que les gens ont apprécié, que c'était clair. En tout cas, on en a appris beaucoup plus. Et puis bon courage. Merci. Pour ça vous reposer quand même. Non, pas le moment là. D'abord, on continue. Mais merci à toi vraiment. Merci. Et merci à vous sur le chat, vraiment. Et à bientôt, Zoé. Ouais, à bientôt. Et tout de suite, je vais enchaîner sans transition. On va continuer la discussion. On va se focus un peu plus aussi sur la grève féministe qui a eu lieu donc le 8 mars, puisque Éducation était aussi mobilisée sur cette grève. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Louise. Tu peux t'asseoir. J'ai l'impression d'être à la télé, d'enchaîner les... Salut Louise, ça va ? Ça va très bien. Ça va, c'est pas trop la course Comme c'est une journée de grève, je te dirais que c'est les meilleurs moments de la vie, donc ça va bien. Tu étais en manifestation là Tout à fait. Donc tu viens directement de... Exactement, et donc là, la Seine-Saint-Denis, elle était dans la capitale, et puis pas n'importe où, parce qu'on a fait rue de Rivoli, le Louvre, donc voilà, on a fait les selfies avec les collègues, jusqu'à Matignon. On avait demandé l'audience au Premier ministre, apparemment il comprend toujours pas ce qui se passe dans le 93. Donc vous n'avez pas été reçus ? Nous n'avons pas été reçus, mais quand même, voilà, la semaine dernière, on avait déjà été reçus par un ministère. Je pense que ma camarade a dû en parler, ce qui est plutôt une réussite sur une lutte départementale. Et on compte bien continuer comme ça. En tout cas, on compte bien ne pas s'arrêter. Donc, il y a des discussions quand même qui sont en cours. Tenter d'ouvrir le dialogue pour avoir des réponses à tout ça. J'imagine que ce n'est pas évident, mais c'est déjà un premier... Il y avait du monde nous, on annonce 3000 au niveau de l'intersyndicale et en restant plutôt solide sur les chiffres. Donc oui, c'est une belle réussite parce qu'on est en reconductible depuis mardi. Oui, voilà, il faut rappeler quand même qu'en reconductible, c'est plus difficile aussi d'avoir les gens sur le long terme. Exact. Et que des moments, des journées de mobilisation comme ça un petit peu espacées. Donc c'est plutôt positif d'être à ces niveaux-là. C'est très positif. En plus, mardi, on fête les 1 mois. Voilà, on est quand même un secteur qui est à la pointe des mobilisations. On espère que notre message il passe à l'ensemble du monde du travail, que c'est le moment de reprendre les chemins de la lutte. En tout cas, on le relaie aussi en partie ici. Je t'ai même pas présenté peut-être pour les gens. Donc toi aussi, tu es donc co-secrétaire d'Éducation 93. Tu es également institutrice en école maternelle, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Et alors c'est une question que j'aime bien poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un petit peu me raconter un peu ton parcours depuis combien de temps tu es à Éducation, pourquoi tu t'es investi dans ce syndicat, et puis après on va parler aussi de l'engagement féministe au sein d'Éducation qui a été aussi au cœur de la mobilisation du 8 mars. Mais voilà, avant de commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours militant rapidement? Très bien. Moi, la question syndicale, c'est un peu une question familiale. Parce que voilà, j'ai grandi avec ma mère seule, isolée, mais pour autant quand même syndicaliste. Donc, on avait à la maison, c'était assez intense la vie. De mère en fille. Voilà. Alors malheureusement, c'était pas la CGT. J'espère que maman, tu me regardes. Parce que voilà, elle était à EDF et pourtant, c'est notre bastion EDF, mais voilà. Ça, pour autant, elle soutient mon combat et j'en suis très contente. Et puis, voilà, j'ai fait de l'animation et j'ai trouvé que l'animation, je rencontrais aussi des instits
monde que je connais pas parce qu'on n'a pas d'enseignants dans la famille. Et puis, en fait, moi, je me suis rendu compte que il y avait les pédagogies coopératives, il y avait une façon de faire le métier géniale, ce qui m'a motivée pour aller vers le métier, donc de prof de maternelle, et oui, parce que je suis toujours été en maternelle, et puis évidemment de syndiquer, parce que voilà, isolé, on n'a aucune force. Le syndicat, c'est un impératif, et puis en plus, voilà, donc, l'objectif, on sent la solidarité, et c'est quand même autre chose. La recherche de solidarité. Exact. Le travail, c'est un lieu évidemment d'exploitation, etc., mais c'est surtout un lieu de solidarité. On peut faire force, on y passe toute notre vie au travail quand même. Et donc, ça a été un impératif. Et puis là, on a une très belle aventure avec Zoé, qui était avant moi ici, au co-secrétariat. Et puis là, on est en plein dans la grève. Donc, on est vraiment très contente de notre outil, de la CGT, de nos camarades. On a une équipe formidable. Vous êtes combien à peu près au sein du syndicat? Vous êtes nombreuses quand même? On atteint le millier d'adhérents, donc on est très contents. Voilà, c'est que le début, on espère. C'est que le début, exactement. Et puis on a aussi une très belle intersyndicale, ça je tiens à le saluer. Bien sûr. On a des liens exceptionnels avec les camarades de la FSU, les camarades de Sud, et c'est aussi grâce à ces liens solides qu'on a pu donner confiance aux collègues de s'engager pleinement dans la grève. On sait que c'est pas encore l'air du temps. On a fait 6 mois de mobilisation importante contre la réforme des retraites. Donc voilà, les collègues, ils nous font confiance. Je pense que le message, il est clair. La méthode qu'on a proposée, elle a convaincu tout le monde de partir du terrain, de partir du travail. C'est aussi, la CGT, c'est important pour nous. Et donc là, on va à fond. D'accord. Écoute, c'est super. Je voulais revenir, vous avez été mobilisé le 8 mars pendant cette fameuse grève féministe qui a été lancée à l'initiative de la CGT, mais aussi d'interprofessionnels de manière générale. Tu avais tu as été à l'initiative d'une tribune qui a été publiée dans Street Press, c'était incarné par toi, dans laquelle vous revenez aussi sur pourquoi Éducation 93 se mobilise pendant, sur ces questions féministes, etc. Il y a 2 points sur lesquels vous mettez l'accent, c'est cet écart salarial au sein de l'éducation nationale qui s'élève à hauteur de 23,5%, ce qui représente environ 400 € de différence sur la fiche de paye à la fin du mois. Et puis il y a aussi cette question de la précarité, qui sont 2 questions centrales. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur pourquoi dans l'éducation nationale aujourd'hui on a encore cet écart salarial qui persiste, et pourquoi aussi c'est un secteur qui est autant touché par la précarité. De tes mots en détail, un petit peu ce qui vous a aussi motivé à être sur le terrain aussi en manifestation le 8 mars, parce que c'était aussi important de faire valoir ces questions-là. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus, nous détailler un peu tout ça, vos revendications aussi de manière générale? Je ne sais pas si ma question était claire, mais bon. Je vais commencer par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce 8 mars, qui était un vendredi, on était plus de 20% de grévistes dans le premier degré. Donc dans les écoles, maternelles, élémentaires, il y avait un certain nombre d'écoles sur le département. Alors là, je parle de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on est co-secrétaire sur ce département. Mais on n'a jamais vu ça. On avait des écoles fermées, des collègues mobilisés qui étaient vraiment derrière les questions de revendication d'égalité salariale et de plan d'urgence, évidemment. Mais voilà, et même le ministère, quand on est allé les rencontrer, s'en est étonné. Donc ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils étaient étonnés eux-mêmes, ils s'y attendaient pas. Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, en effet, parce que nous, on l'oublie souvent, l'éducation, c'est le premier employeur de France. Aujourd'hui, Belloubet, c'est la première patronne de France. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment Belloubet notre ministre, parce qu'on voit bien que Matignon essaye de reprendre la main. Mais quoi qu'il en soit, elle est la première employée, Ça concerne combien de personnes, à peu près, l'éducation? 1 200 000. Ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. Parce que, on pense aux profs, mais en fait, dans la fonction publique... même dans l'éducation nationale, il y a les profs, mais il y a tous les autres. Je pense aux AESH, je pense même toutes les personnes qui sont mobilisées. Donc en fait, les profs, c'est une partie des salariés, mais en fait, il y en a énormément. Exactement. Tu as 900 000 enseignants, enseignantes, 350 000 instits, et là, je parle d'instits femmes. Et tu as 132 000 AESH et à peu près autant de surveillants, de surveillantes. Donc, on a un secteur très féminisé, notamment avec, si tu regardes les professeurs des écoles, les AESH et les assistantes sociales, on a plus de 80% de femmes.
Et le focus que nous, on a souhaité faire au niveau de la CGT Éducation, c'est la situation des AESH, qui est scandaleuse parce qu'elles sont aujourd'hui, dans le monde du travail, les salariés les moins rémunérés sous contrat. Peut-être rappeler ce que sont les AESH, peut-être pour ceux qui Alors, n'ont pas AESH, ça signifie accompagnant des enfants en situation de handicap. Donc, quand on a des enfants qui ont des troubles ou des handicaps des difficultés physiques, aussi, oui. moteurs ou des difficultés, eh bien, ils ont cet accompagnement qui est indispensable souvent dans les classes. Nous, on voit que dans le 93, il manque 50% d'AESH. Donc, en fait, il y a des AESH qui s'occupent de plusieurs élèves qui n'ont pas forcément les moyens de s'occuper de tous ceux qui en auraient besoin. Exactement. Et en plus, on leur a exposé leurs conditions de travail avec une tâche impossible à réaliser. Des fois, elles ont 6 enfants dans la semaine à suivre, avec des enfants qui ont des besoins et une dépendance aussi affective importante. Donc, autant dire qu'elles ont une complexité au niveau du métier et elles sont à 850 € par mois. Comment on explique que ces gens-là soient aussi mal payés, soient les plus mal payés, alors que ils sont indispensables, en fait? Comment on justifie, comment on l'explique Première chose, contrairement aux idées reçues, l'État employeur, c'est un des plus mauvais employeurs. Il n'hésite pas à dégainer la précarité, aucun souci. C'est d'ailleurs lui qui a qui cumule en termes de politique de précarité, qui est, on va dire, aux avant-pointes. Première chose. Et puis deuxième chose, ils ont une politique sexiste. Donc là, AESH, ils estiment que c'est un métier, l'idée des stéréotypes sexistes. C'est un métier où on s'occupe, on sert les autres. Donc un métier de femme, globalement. Considéré comme la mentalité machiste fait que... Et donc, pas de rémunération derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des collègues qui peuvent se retrouver expulsés de leur logement, qui peuvent se retrouver dans des situations de précarité insupportables, alors qu'elles sont un métier. Sans elles, l'école, elle ne tourne pas, clairement. C'est une vraie question. Et donc, vous avez donc porté ces questions-là. Donc, vous me disiez, vous avez un peu surpris, on va dire. Mais est-ce que vous avez eu... Est-ce que cette première, alors même si c'est difficile de se dire, est-ce qu'il y a eu des conséquences, est-ce que vous avez eu des réponses, est-ce que vous essayez quand même de mettre en place des choses pour lutter peut-être contre cette précarité, ou en tout cas pour la faire valoir? Est-ce qu'il y a des choses aussi au niveau de l'intersyndicale aussi pour mettre ces questions en avant? Comment ça se passe? Alors, pour les AESH, parce que je pense que c'est important, il faut savoir que c'est un métier récent qui date de la loi de 2005. Et jusqu'à présent, les AESH, on va dire, c'était un désert syndical. Il y avait très peu de syndiqués. Ce qui fait que nous, là où la CGT, on est très implanté dans certains secteurs, on fait la bataille des qualifications, donc la reconnaissance de la qualification, parce que c'est un métier hautement qualifié. La plupart des AESH, elles le disent dans nos enquêtes, il faut au moins 1 an d'expérience pour faire correctement. Et il faut un niveau de formation qu'on n'imagine pas. Aux Pays-Bas, par exemple, le métier qu'elles font est fait par des éducateurs-éducatrices avec une paye très décente pour le coup. Là, c'est vraiment très très loin du seuil de pauvreté. Mais c'est aussi pour ça que on aime dire dans l'éducation que la précarité, elle porte le nom de femme, parce qu'on le sait très bien que c'est avant tout les travailleuses qui font les frais de ces politiques de précarité et de soumission au final derrière. Parce que quand on est précaire, comment oser dire non? Quand derrière on a peur pour le renouvellement, on a peur pour... finalement, parce qu'on a un reste à vivre qui est tellement faible qu'on se sent coincé, parce que on est famille monoparentale, c'est le cas de beaucoup de nos collègues AESH. Oui, j'imagine qu'ils sont déjà dans des situations de précarité et donc c'est renforcé par leur activité professionnelle. Exactement. Et du coup, d'être aussi un désert syndical fait qu'on n'a pas pu mener suffisamment ces batailles, mais là, on est en train de retourner la table. Puisque là, il y a de plus en plus de collègues AESH qui se syndiquent, il faut continuer parce que le statut, on peut le gagner. On n'y est pas loin, on s'en approche en tout cas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, justement... pour que les salaires soient plus décents? Est-ce qu'il faudrait un meilleur encadrement? Est-ce qu'il faudrait... On le sait, il n'y a pas de progrès sans lutte. Donc il faut continuer à amplifier la mobilisation qui a commencé en 2021, où elles ont quand même gagné la reconnaissance de l'ancienneté, une légère augmentation au niveau de leur grille d'indice, donc une légère augmentation de salaire, insuffisant. Le CDI 3 ans, c'est insuffisant parce qu'un CDI précaire, on sait très bien que des fois, ça peut être une voie de garage. Oui, les CDI qui sont... qui ne donnent pas l'assurance d'avoir une reconnaissance aussi, ça c'est un vrai problème. Il y a aussi cette question du temps partiel, puisque tous ne sont pas en temps plein en fait, donc ça aussi, j'imagine, ça renforce la précarité puisqu'on est forcément moins payé. Oui, ça concerne énormément de... C'est 98% en temps partiel. Il n'y en a que 2% qui sont en temps complet. Mais comment ça s'explique ça? Parce que pour le coup, il manque de personnel. Pourquoi ces gens-là ne sont pas en temps plein? Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce que c'est lié aussi au parcours? Est-ce que c'est lié au profil peut-être des
des salariés qui aussi n'ont pas la possibilité d'être dans temps plein. C'est quoi les profils de ces gens-là qui font que du coup ils sont dans des situations où ils sont dans une précarité qui est renforcée en fait par leur activité? Est-ce qu'en fait, elles subissent les pénalités du métier? Par exemple, ma collègue AESH qui, dans mon école, va travailler donc 24 heures, comme nous, parce qu'elle a les mêmes horaires que nous, on va la considérer comme en temps partiel, alors que nous, on a une reconnaissance du travail de préparation, etc. Elle, on ne lui reconnaît pas le travail de préparation. Donc nous, au niveau de la CGT, notre revendication, elle est claire. Le temps partiel, parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix, c'est les horaires de l'école, qu'elle soit reconnue comme un temps plein et qu'elle soit payée 1,4 fois le SMIC. Parce qu'aujourd'hui, vu leur niveau de qualification, vu leur niveau d'implication et niveau d'engagement professionnel, elles devraient être payées au moins 75% supplémentaires. Donc là, elles ont des pénalités qui sont inacceptables. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu, ce 8 mars, que ça soit une journée avec vraiment, on soit toutes et tous derrière les AESH et ce qu'elles représentent. Et tu parlais justement que c'est une activité qui pendant longtemps a été un désert syndical. Comment vous avez fait pour justement pallier à ça? J'imagine qu'il y a un travail de terrain, il y a aussi un travail de sensibilisation. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas aussi qu'ils avaient accès à ces syndicats, à cette aide, etc. Comment ça se passe? J'imagine que c'est beaucoup de travail de terrain, beaucoup de DIY. On fait un peu avec les moyens du bord parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup aussi, pas beaucoup de moyens pour peut-être contacter les gens, aller au contact des gens. Comment ça se passe? C'est la méthode des camarades partout dans tous les secteurs en France, la fiche de paye. C'est surtout pas la parlotte, parce que les grandes idées, les grands mots, on sait très bien que quand on est précaire et qu'on a à charge des enfants et qu'en fait on a un budget où au 15 du mois, on a commencé à déjà avoir des sueurs froides. En fait, la parlotte, ça va bien. Donc, la fiche de paye, de gagner des droits, donc la reconnaissance de l'ancienneté. Là, récemment, ça c'est très local, il y a la prime de fidélisation, qui est une prime 93 pour les fonctionnaires. Et la question contractuelle. Le problème des primes, c'est que c'est bien sur le coup, mais c'est pas pérenne. Alors oui, nous au CGT, on est clair, l'indemnitaire, ça nous convient pas. Mais c'est bon, c'est vrai que là, nous, ce qu'on a obtenu, c'est au moins l'égalité. C'est-à-dire que les titulaires, notamment tous les titulaires enseignants administratifs, ils vont percevoir une première partie de la somme. Et les restes des contractuels, c'est pas le cas. Il faut qu'ils attendent encore 1 an et demi. Mais là, on a gagné que les AESH et aussi bénéficient de ce fractionnement. D'accord. Ce qui est une petite victoire en soi, mais ce qui est quand même déjà ça. Et pour pas mal d'AESH, ça permet de se dire on relève la tête. Là, au moins, on a été bien défendu par les syndicats, par la CGT, et ça, c'est positif. Il y a cette reconnaissance aussi qui est au-delà, l'aspect, la reconnaissance, au-delà de d'avoir une augmentation significative. Déjà, on sait qu'on s'intéresse un peu à eux. Et donc, j'imagine que ça doit un peu motiver, même si c'est loin d'être satisfaisant. Oui, puis maintenant, elles ont quand même gagné une chose, et déjà, AESH, de plus en plus de personnes savent ce que c'est. On en parle de plus en plus, ça, c'est vrai. Exactement, voilà, dans la bataille des idées, c'est important, hein, ça c'est notre dada, la CGT. Et puis voilà, il faut qu'on continue ce niveau de mobilisation, qu'on continue à marquer les étapes, à monter d'un cran, et puis on y parviendra. Et ça sera une victoire vraiment pour toutes les travailleuses, parce qu'elles sont l'emblème de ce que c'est que la précarité des femmes. Oui, parce qu'en fait, ce qui touche tous ces domaines où il y a une précarité, c'est le manque de reconnaissance dans des métiers féminisés de manière générale. Donc, en fait, j'imagine que cette mobilisation du 8 mars, c'était aussi pour ça. Il y a aussi une vraie question autour du travail interprofessionnel. Je sais que c'est une question qui vous tient particulièrement aussi à cœur. Éducation, c'est un syndicat qui appartient à un ensemble. Et donc, il y a un véritable travail qui se met en place. Vous parlez de syndicalisme, la CGT Éducation parle de syndicalisme interprofessionnel. Comment ça se concrétise globalement, comment ça prend forme et à quoi ça peut servir en fait au-delà des syndicats. Comment l'union des syndicats, ça peut permettre aussi de peut-être plus porter les questions là-dessus. Alors, à ça, 2 cas concrets. Le premier, c'est pendant la mobilisation des retraites, où donc tous les camarades de l'éducation, la CGT de mon syndicat, on était sur le pont, sur toutes les initiatives interprofessionnelles. On a organisé énormément de choses sur le territoire, des actions de convergence, des actions de blocage, sur, par exemple, les dépôts de bus transport avec les camarades de la RATP, parce qu'on a des super camarades à la CGT, RATP, que je salue bien. Mais aussi, ça a été sur le nettoiement, avec des blocages de camions bennes du garage, notamment celui qui donnait sur les Champs-Élysées, avec l'équipe CGT, l'Union locale de la Courneuve, d'Aubervilliers, de Saint-Denis.
Eh bien, avec toutes ces unions locales, on l'a bloqué pendant 18 jours. Et c'était pas à 10h du matin, hein, c'était à 5h du matin. Et y compris, ça a été parfois très, très, très musclé, on va dire, pour faire court. Et puis, c'est aujourd'hui, sur le plan d'urgence, on a un soutien sans faille de l'Union départementale qui, donc là, a versé 5 000 € dans la caisse de grève et on en est vraiment très content. Et d'ailleurs, l'Union régionale également a mis 5 000 € parce qu'on a besoin aussi de dire aux collègues qu'on peut durer, qu'on peut se donner les moyens. Et c'est vraiment une mutualisation des professions et des différentes unions aussi pour dire en fait vous pouvez apporter ça, nous on peut apporter ça. Exactement. Et donc ensemble on peut Oui, puis on sent qu'on est d'une part on est une maison commune, la CGT, ça c'est très fort parce qu'on est quand même le premier syndicat du département, puis on a un département marqué par une identité ouvrière et par une identité populaire et métissée, ça prend énormément sens. Et puis voilà, l'union fait la force, c'est clair, on a une vraie démonstration. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collègues qui rejoignent, qui sont convaincus par ce qu'on propose à la CGT Éducation et qui nous rejoignent. Et ça, on est vraiment très contents. Donc, cette union du salariat, finalement, et comment le gouvernement, il le voit? Parce que forcément, ça doit se dire, si on se met à leur place, de se dire, en fait, l'union fait la force. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative aussi Il y a eu des tentatives d'intimidation, notamment, on en parlait... plus à l'échelle locale ou des professeurs aussi qui s'étaient fait convoquer, etc. Est-ce qu'il y a une tentative aussi d'empêcher cette union, de garder cette division? Est-ce que vous sentez aussi qu'il peut y avoir des conflits aussi parfois avec les instances avec lesquelles vous essayez de rentrer en contact, etc., qui essayent peut-être de limiter cette union, cette force? Ou pas trop, mais bon, j'imagine que oui. Oui, la petite musique de la division, la première chose, c'est un peu l'esprit de résignation que des fois on constate chez les collègues qui n'ont plus de croyance dans le collectif. Et puis on a un émiettement syndical aussi qui fait que les collègues, en fait, il y a la CGT, mais il y a encore 6 autres syndicats. Pourquoi est-ce que ça serait la CGT? Donc cet émiettement qui fait que le monde du travail, en fait, il s'affaiblit dans ses capacités à résister, à protester. C'est pour ça qu'on est très contente, nous, de ce processus de discussion avec nos camarades de la FSU, avec qui on fait un formidable boulot sur le 93. Ça, c'est vraiment parce que du coup, dans le 93, il y a la question de l'éducation, mais il y a plein de questions aussi qui sont propres au département. Peut-être, si tu peux nous dire un petit peu avec les autres syndicats, éventuellement, tu me parlais justement tout à l'heure de la RATP. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi avec lesquels vous travaillez. Qui peut-être sont propres au 93 ou peut-être qui sont plus nationaux. Oui, alors on a la formidable union locale de Roissy, D'accord. Dont le camarade Nico a été sous le coup d'une répression patronale extrêmement féroce, mais qui font un travail incroyable de résistance parce que là aussi les droits sont maltraités, mais il y a une très belle solidarité. Et quand il y a des mesures de licenciement, tout le monde a répondu présent, c'est très fort. Et puis sur la question, on va dire femmes et travailleuses notamment, on a une très belle unité. On a organisé pour le 8 mars un stage intersyndical. D'accord. CGT FSU Sud. Ça consistait en quoi? Toute une journée de formation avec formation sur ce qu'on porte aussi la CGT sur la revalorisation des métiers du soin et du lien. C'est 4,5 millions de travailleuses quand même. C'est un secteur important. C'est vraiment pour que les gens prennent conscience de l'importance de leur activité. C'est pour redonner aussi confiance, j'imagine, de redonner un petit peu du pouvoir aussi à ces gens-là qui peut-être manquent de reconnaissance au quotidien. Exactement. Et puis c'est aussi le moment où c'est important des fois de se retrouver autour de la table, de discuter, de se former, d'aller plus loin dans le revendicatif. Par exemple, dans le 93, la situation des travailleuses, elle est... quand c'est dur pour ce qu'on dit, c'est que quand c'est dur pour les travailleuses, c'est encore plus dur pour les travailleuses de Seine-Saint-Denis, qui en majorité se retrouvent dans des métiers très difficiles, très pénibles, très mal payés, aide à domicile, assistante maternelle, agente de nettoyage et il me manque un des 4, mais qui ont en commun d'être vraiment, c'est les forçats du monde du travail, c'est elles qui font tourner une partie de la région parisienne, parce que qui gardent les enfants, qui s'occupent, qui soignent, qui nettoient, mais pour autant elles ont des pénalités salariales très importantes, parce que quand on parle du 28,5% d'écart en moyenne, ça c'est le chiffre qu'on met en avant au niveau CGT, il faut savoir que derrière il y a des écarts par moments plus importants encore dans les métiers. Par exemple, là, il y avait une assistante maternelle qui parlait dans l'enquête CGT. Je vous conseille d'aller la regarder sur le soin du lien, qui disait moi, j'ai fait le calcul, je suis payée 3,40 €.
Où est-ce que dans le monde du travail, on est payé 3,40 € de l'heure. Donc ça, c'est une première chose. Si nous, on veut les revaloriser, les aides à domicile, la CGT, elle a fait le calcul, il faudrait les augmenter de 76%. Si on fait en comparant avec un métier à prédominance masculine de même qualification. Donc on voit bien que les pénalités salariales, elles sont très importantes. Et donc c'est intéressant de voir que sur le département, on commence à avoir ces prises de conscience-là, d'avoir, on va dire, un revendicatif qui s'élargit et qu'en plus, ça soit dans le cadre d'un travail unitaire, en particulier avec la FSU et avec SUD également. Bah, c'est hyper inspirant en tout cas. Vous êtes mobilisés donc pour le 8 mars, vous êtes mobilisés actuellement. Vous avez prévu de mettre en place de nouvelles choses. Vous avez peut-être tout à l'heure parlé en off avec Zoé d'exposition. Vous avez mis en place, vous essayez de mettre en place des projets, tout ça. Est-ce que vous comptez aussi au-delà des mobilisations, est-ce qu'il y a des occupations qui pourraient être envisagées? Est-ce qu'il y aurait, alors je parle dans le secteur de l'éducation, mais aussi voilà, au niveau interprofessionnel, etc. Est-ce que vous avez des pistes pour la suite, parce que je pense que ça peut aussi intéresser les gens de savoir un peu comment on continue à mener la lutte, parce que là, voilà, il y a beaucoup de choses, mais finalement, on se demande si, en fait, le gouvernement, pour l'instant, n'a pas l'air de trop se sentir concerné. Comment essayer d'être le plus efficace pour essayer de montrer qu'il faut que les choses changent? Oui, ta question, elle est importante parce qu'on est un mouvement. C'est-à-dire que le cœur du mouvement, c'est la grève. Mais il y a aussi plein de choses qui se passent autour, et notamment l'exposition hors les murs. Bon, j'en parle parce que mon école... On n'en a pas parlé, c'est vrai. On a eu la médaille d'argent, mon école, voilà, parce que mon école, elle a beau avoir 10 ans, elle a plein de malfaçons. Il y a les rats qui creusent des trous dans les murs et qui s'introduisent dans les locaux. Juste pour introduire pour les gens, c'est une exposition où en fait c'était des photos qui avaient été donc envoyées par les établissements pour montrer aussi de l'état en fait, des infrastructures, un peu comme la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Et je crois qu'en quelques jours, il y a eu plus d'une centaine de photos qui avaient été reçues. Et donc, exactement, voilà, vous les avez fait imprimer et vous les avez exposées. Donc ça fait partie des actions qui sont donc en dehors du coup, de la mobilisation de la grève. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Cette créativité aussi, elle peut prendre forme dans les mobilisations, dans les luttes. Exactement. Aujourd'hui, quand on a défilé sur donc, rue de Rivoli, les collègues étaient déguisés en nuisibles. Donc, on avait tout un tas de masques de rats, mais on avait aussi des premiers ministres et des ministres de l'éducation. Hein. D'ailleurs, c'est pas... Vous ferez le sous-titre comme bon vous semble. Et donc ça, c'est aussi la créativité, l'inventivité qu'on a, parce que voilà, les collègues, ils s'emparent de la lutte, ils apprennent en fait, à fonctionner autrement, parce que là, c'est le moment où enfin on peut s'exprimer, on peut être entendu, où on parle du métier, on parle de ce qui est vraiment important. Et ça, c'est un moment où ça fait la différence. Et donc, il y a vraiment une belle créativité en ce moment. La semaine prochaine, je pense qu'il y a des collègues qui aimeraient bien refaire ce qu'on a fait en 98. 98, quand on a obtenu 3000 postes, les collègues, puisque c'était la Coupe du Monde, donc la sortie de terre du Stade de France, ils avaient fait une immense chaîne humaine autour du stade. Et je pense que là, il y a des collègues qui souhaiteraient qu'on refasse peut-être la même sur le stade, mais en tout cas qu'on aille sur Bercy pour faire à nouveau la chaîne humaine. Parce qu'on sait que l'argent, il y en a. On sait que sur le plan Marseille, ils ont mis 400 millions d'euros sans problème sur la table. Donc nous, on veut l'argent et on veut surtout la justice pour nos écoles. Non, mais puis en plus, j'imagine après, c'est un peu les propositions de chacun. Tout le monde aussi peut y mettre exactement. sa pierre. La force du mouvement, c'est la force démocratique. On a des assemblées générales le matin de ville, d'établissement, et l'après-midi, une assemblée départementale avec plusieurs centaines de personnes, où, à partir de ce qui a été décidé le matin avec l'intersyndicale, évidemment, on se positionne sur un plan de bataille, un calendrier d'action. Et peut-être pour terminer, vous avez obtenu, tu me disais tout à l'heure, on était avec des ministres, des députés, etc. Alors, est-ce que vous êtes aussi soutenu? Parce que, là, on parle du gouvernement, mais j'imagine aussi que vous avez avec vous peut-être des députés qui peuvent aussi participer à la mobilisation. Est-ce qu'il y en a qui sont venus vous apporter leur soutien? Comment ça se passe? J'imagine qu'eux aussi peuvent représenter une certaine force aussi, peut-être à l'Assemblée ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des ministres, des députés qui vous ont soutenu, qui vous soutiennent? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment gagné la bataille de l'opinion, et du côté associatif ou des forces politiques, on a vraiment tout le monde là en ce moment en Seine-Saint-Denis derrière nous. Ok. Et donc lundi, les députés de Seine-Saint-Denis, la NUPES, pour ne pas les nommer, rencontreront Madame Belloubet et porteront les revendications de l'intersyndicale et des assemblées des grévistes. Donc voilà, ils ont ce travail de facilitateur, de soutien, et c'est très bien. Tout le monde doit être derrière la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, c'est le laboratoire de ce qui se passera dans les autres départements
au niveau des politiques éducatives. Et ça, je pense que les collègues, ils commencent à comprendre le message. Et donc, on a ce soutien important qui fait qu'aujourd'hui, on a 35 000 € de la caisse de grève. Nous, l'intersyndicale, on a décidé de faire un chèque de 30 000 qu'on n'a pas encore versé. Donc, voilà, je te laisse faire le calcul. Ça fait un beau soutien et je pense que ça va continuer. Je vous appelle d'ailleurs, on vous appelle avec Zoé à soutenir largement la caisse de grève. Donc, on l'a mis dans le chat, mais je pense que la modération va le remettre, histoire de... Voilà. Écoute, c'est top. Bon, pour la suite, etc. Là, aujourd'hui, donc, vous avez un congrès plus tard dans la journée, je crois, où c'était... Je me suis perdue dans les... C'est ça. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors déjà, on a eu c'est Zoé qui était pour nous deux, parce que voilà, on a la mobilisation, donc on s'est un peu réparti les tâches entre les interventions médias, etc. Et déjà, on a un soutien hyper chaleureux de tous les camarades qui sont ravis, qui souhaitent mettre en place aussi la méthode qu'on a mise en place, à savoir partir du travail, par les métiers. Ça, c'est vraiment la force du mouvement ouvrier, ça a été de parler de métier avant tout, parce qu'en fait, quand on commence à être sur le terrain politique, ça divise. Donc là, ce qui nous unifie, ce qui nous fédère, c'est de parler métier. Donc, quels sont tes besoins, etc., etc. Des collègues qui n'ont jamais fait grève, ils se disent non, mais moi, je veux que pour mon enfant, il y a un RASED, un enseignement spécialisé, désolé, c'est le jargon, qu'il y ait une AESH, etc. Donc, je m'engage pleinement dans la grève. Et puis, pareil, les parents d'élèves. Moi, j'ai une mère d'élèves, c'était sa première manif samedi. Et mardi, elle était en grève, première fois. Et elle est blanchisseuse. Vous en avez beaucoup de primo... C'est très positif. Vous avez beaucoup de primo-manifestants, de primo... ouais. On en a beaucoup et c'est une force. Et je pense que ça les rend assez fébriles, cet aspect-là du métier. Oui, parce que, pour le coup, de se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent, ça veut dire que les gens se sentent de plus en plus concernés, donc forcément, le rapport de force va être... Mais on a aussi beaucoup d'anciens et d'anciennes qui ont vu le métier se dégrader, et ça, c'est aussi pour nous un indicateur important. Écoute, je pense qu'on a vu je sais pas s'il y a des points que tu voulais aborder aussi par rapport au 8 mars, ou même par rapport à ce travail interprofessionnel, je sais pas, plus personnel, peut-être, le combat, le travail que vous menez au quotidien. Enfin, je sais pas si moi, j'ai abordé un peu toutes les questions que je voulais qu'on voit ensemble, mais s'il y a d'autres points, c'est le moment. Pour le 8 mars, pour revenir au 8 mars, déjà, l'ampleur de la mobilisation, ça a été vraiment une victoire. Et notamment, je pense à tous les camarades de la CGT, le cortège CGT, ils étaient impressionnants. Je pense qu'on a impressionné tout le monde. Et on est une force qui fédère aujourd'hui la CGT. En plus, on a l'extrême droite en face et je pense qu'on a tout à fait notre rôle à jouer. On le joue haut la main. C'est vraiment très positif. Et je pense que dans les prochaines années, on pourra faire comme en Espagne. Ça veut dire presque 6 millions de grévistes. Vu la CGT, vu notre revendicatif, notre manière de convaincre les collègues et à quel point on n'est pas dans la parlotte, on est dans du concret, du réel. Oui. Je pense qu'on peut se dire qu'on y arrivera nous aussi. Écoute, c'est top. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis, on espère qu'il y aura quand même des avancées, que le gouvernement va finir par vouloir vous entendre. J'imagine qu'avec les changements de ministère, ça n'a pas dû être évident. Mais en tout cas, on espère qu'avec Belloubet, ça se passera un peu mieux. Oui, mais on a déjà fait tomber une ministre. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, on continuera. Écoute, je pense qu'on est arrivé au bout. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, on a vu tout. C'était super inspirant. J'espère qu'on a pu répondre un peu à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre les mouvements. N'hésitez pas comme on l'a dit, tout le monde peut participer aux mobilisations. Tout le monde est concerné parce que finalement, ce qui se passe, Éducation 93, finalement, c'est déjà le témoin, comme tu disais, c'est un peu le laboratoire, le 93. Donc voilà, globalement, ça concerne tout le monde. Et puis l'éducation nationale, comme on l'a vu aussi, ça concerne aussi le combat, la reconnaissance salariale, c'est dans tous les secteurs. Et cet écart salarial, cette question de la précarité. Donc voilà, c'est pour tout le monde. J'espère qu'en tout cas, les gens l'auront... Oui, bien sûr. J'ai oublié un point. Non, pas de souci. En fait, il y a un truc... Vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Mets-toi sur le micro. On est il y a un truc que vous n'avez pas vu, c'est ça, quand même. Ouais, oui, c'est vrai. En fait, il y a un truc qui se voit pas quand on n'est pas l'une à côté de l'autre, c'est à quel point on bosse bien ensemble. En fait, il y a un truc, je pense qu'on a oublié de parler, c'est la machine... On va te mettre une chaise, on va faire ça bien quand même. On va faire bien. On est terrible. Non, mais... 93, tu vois. Mais voilà, finalement, je vous ai quand même toutes les deux. C'est quand même mieux. Il y a un truc dont on a oublié de parler, c'est ce qu'on a mis en place, parce que nous, on est jeunes SJ, on est jeunes co-secrétaires, en fait. Ok. Et on n'a pas vraiment eu le temps de parler aussi de tout le boulot qu'on a fait pour que la machine dont, on parlait, elle fonctionne. C'est-à-dire que nous, on a été élus en mai.
Et on a mis aussi en place toute une équipe. Donc c'est récent. On a un vrai boulot, tu vois, derrière d'orga. Et je crois que ce boulot d'orga, c'est aussi important de le partager. Bien C'est-à-dire sûr. que ça fait aussi partie de notre manière de voir les choses et de la lutte. Je sais pas si ça te va qu'on en discute un peu parce que je pense que c'est... De toute façon, ça fait partie de notre truc, quoi. Il nous reste du temps, donc allez-y. Moi, j'avais fait le tour, mais si vous voulez rajouter, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est essentiel. Donc, allez-y, un peu comment tout ça c'est... Comment vous voulez vous organiser? Vas-y, je te laisse. C'est moi. Allez. On fait souvent un ping-pong. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est en impro, là. C'est parfait. Impro total. En gros, on a été élus en avril-mai de l'année dernière. L'équipe était assez fatiguée, l'ancienne équipe. Et donc, je pense qu'il y a eu aussi une envie de départ, de renouveau, etc. de personnes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui s'est montée, voilà, autour de nous, et qui est absolument super. Les camarades, vous êtes merveilleux. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance. Et on l'a montée, je dirais, tout ce qui s'est passé là maintenant et toute la manière dont on travaille. Pour nous, cette méthode-là, elle fait partie de la lutte. C'est-à-dire dire comment est-ce que tu organises ton syndicat à l'interne, qu'est-ce que tu mets comme ambiance de travail, qu'est-ce que tu mets comme conditions de travail. Et ben, ça va avoir un impact sur comment tu vas gérer ta lutte et est-ce que tu vas la gagner ou pas. Bien sûr. Et pour ça, on s'était donné un peu les 4 mots-clés qu'on utilise. Donc, c'est les valeurs, la vision, les méthodes et les garde-fous. Et c'est dire, en fait, tout ça, ça va ensemble. Et si on n'a pas ces 4 trucs-là, à un moment, on va se péter la gueule. Et on n'en veut pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est réussir. Je l'ai redit ou... En plus, pour le coup, ça vient de ta famille. Et là, il y a du... Mais c'est très CGT compatible. C'est très CGT compatible. Non, mais c'est bien, ça marche bien. T'as la vision, c'est où est-ce que tu veux arriver. Enfin, voilà, les valeurs, je pense que c'est assez clair. La méthode, c'est en fait la méthode va faire partie, donc la fin ne justifie pas les moyens, voilà, et avec des garde-fous parce que on est à une position de co-secrétariat, donc nous on n'aime pas les chefs à la CGT, mais on sait bien aussi que tu mets quelqu'un dans une position de presque pouvoir, il y a le pouvoir, il faut qu'on lui mette des limites, et donc il faut que nous on ait des garde-fous, et donc on construit aussi l'équipe pour que il soit capable de nous mettre des garde-fous s'il y a besoin, tu vois. Je pense que ça c'est une des choses importantes, et la deuxième chose importante, puis je te laisserai venir sur toi ce que tu trouves important aussi, c'est l'ambiance de travail qu'on a mise. C'est dire la martyrologie militante, nous on n'en veut pas. C'est dire nous ce qu'on veut c'est des bonnes conditions de militantisme. C'est déjà suffisamment dur comme ça le néolibéralisme et l'ultralibéralisme, le capitalisme, tout ce qu'on veut là. Cette situation de société elle est extrêmement difficile. Si en plus on se met des conditions de militants extrêmement difficiles, ça va pas le faire. Et donc, faire attention aux conditions. Donc, par exemple, nous, quand on réunit le bureau, alors on appelle ça l'équipe d'animation, parce qu'on n'aime pas ça, le bureau. C'est l'équipe d'animation, parce qu'on anime le syndicat. Les mots ont leur importance. On voit qu'on est chez les profs. Non, mais c'est tous les mots qu'on utilise. On voit, même dans l'organisation, on sent, tout est hyper carré et tout. Donc, vraiment, c'est... Ouais, mais je crois qu'on aime bien ça. Enfin, c'est un peu un côté... si c'est carré, on sait que ça roule. Ouais, derrière. C'est clair. Tu vois, c'est une assurance, bien sûr. Hein. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit, il y a toujours ce moment de comment ça va, concrètement, là. Et de quoi vous avez besoin pour que ça soit mieux. Et est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, qui font que ça vous empêche d'aller bien, ou de travailler correctement, ou de militer correctement, etc. Donc il y a un vrai travail d'écoute aussi. Il y a un travail d'écoute, il y a un travail de communication non violente, il y a un travail... Enfin, nous, quand on se retrouve le matin, nous, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vus, donc ça fait aussi du bien de se voir. Mais voilà, mais quand on se retrouve pour la première fois de la journée, c'est souvent... comment ça va, de quoi tu as besoin pour que ta journée elle se passe bien. Et en fait, ça permet d'évacuer un certain nombre de choses et puis d'avancer, en fait, tout simplement, parce que ça fait partie vraiment aussi de la lutte, de se dire, moi, je veux lutter dans de bonnes conditions, je veux faire en sorte que ça se passe bien. C'est le meilleur moyen pour que les choses avancent de la meilleure des manières, parce que c'est pour et puis, finir sur les genoux à la fin, ou finir traumatisé, ou finir dégoûté, c'est pas non plus l'objectif, quoi. Voilà, le burn-out militant, il existe et on le sait, quoi. Ah oui. Et voilà, c'est le sens de notre camaraderie au niveau du syndicat, et c'est clair que... Je pense que de l'extérieur et de l'intérieur, ça se sent. Je pense que dans la mobilisation, on a des retours positifs sur l'équipe CGT, sa présence. On a fait des centaines de tournées sur les établissements. On a imprimé des dizaines de milliers de tracts. Et puis voilà, on a eu à cœur, on a vraiment mis le cœur dans cette mobilisation et ça s'est senti, ça palpite. Ça représente combien de temps pour vous, cet investissement ? Au moins 20 heures semaine. Et là, en ce moment, on doit être à 40 heures semaine. En plus Donc des journées de grève. C'est intense, mais voilà, on fait en sorte que on Mais l'objectif, c'est que ça serve à quelque chose quand même, donc le mieux, c'est que... On reste ancré, c'est important, Et puis, il y a un truc que toi, tu as aussi beaucoup poussé et qui est génial, c'est l'aspect syndicalisation. Et l'aspect...
vois, prise en responsabilité. Je sais pas, à mon avis, vas-y. Non, c'est toi qui en parle, c'est ton bébé, c'est génial ce que tu as fait là-dessus. C'est sur le côté passer de l'adhérent au syndicat. Oui, de passer d'un côté à l'autre, j'imagine aussi de... Exactement, et ça, c'est dans nos textes de congrès, puisque je pense qu'on a tous pleinement adopté l'idée que l'objectif à la CGT, c'est que, d'une part, t'es adhérent, mais très rapidement, tu deviens syndiqué, donc tu tiens au courant des actus de ton syndicat, du revendicatif. Et puis ça donne aussi envie de s'investir, en fait. Ouais. Exactement, de manière à, c'est un triptyque, à passer au stade de militant et militante. Et pour ça, pour nous, c'est très important la formation. C'est très important ce que tu disais, Zoé, de faire des retours avec l'équipe et de leur transmettre tous les enjeux possibles de manière à ce que, on puisse pleinement prendre part à la vie du syndicat et que l'équipe, elle soit source d'entraînement. Parce que on a vraiment des capacités d'entraînement importantes, on le voit, ça fonctionne. On a une commission exécutive qui est géniale et aussi on les salue. Les camarades qui font un excellent travail. Et donc, il y a vraiment à cœur ce triptyque-là et que très rapidement, nos adhérentes, on les fasse passer au statut un peu de syndiqué vers le militant à la militante. Écoutez, c'est inspirant. Et ce qui est important aussi là-dessus, c'est que pour nous, il n'y avait pas de gradation de valeur. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quelqu'un va être adhérent à un moment dans sa vie. Peut-être qu'il ne sera jamais militant, peut-être qu'il sera, entre guillemets, que syndiqué. Mais en fait, ce n'est pas que... C'est-à-dire que ça dépend des périodes de la vie, ça dépend de plein de choses. Et en fait, tout le monde a sa place dans le syndicat. Ce qu'on veut juste, c'est faciliter le fait que les gens puississent passer d'un stade à l'autre. Que ça paraisse pas inaccessible. Voilà, exactement. Et qu'en fait, si la personne elle a envie de prendre plus parti, elle prend plus parti. Si elle a envie de... Puis aussi elle se dit, là, j'ai un enfant, ou bien j'ai envie de faire autre chose, fais autre chose, il n'y a pas de souci. Mais qu'au moins, ce soit fluide et que ce soit possible, et de reconnaître que tout ça, ça a une valeur. Et de le faciliter, cette montée. Alors, j'aime pas ça, la montée en compétence, c'est moche, mais c'est très macronien. Mettez en responsabilité, voilà. Et vous sentez que ça a un impact ? Vous sentez que vous avez pu peut-être avoir des gens qui vous ont rejoint, d'avoir un nouveau souffle, etc. Vous avez pu concrètement matérialiser tout ça. Ça s'observe, ça fonctionne. Tu l'as dit au tout début, tu sais que tu disais vous êtes un des départements les plus jeunes de France aussi pour les profs. Du coup, en termes de syndiqués aussi. Et en fait, on est un peu le département qui forme les futurs profs de toute la France. On est aussi le département qui forme un peu les futurs militants CGT de toute la France. Alors, ça veut pas dire qu'on est géniaux, ça veut juste dire qu'en fait, ils passent tous par le 93 et donc forcément, après, voilà. Donc, c'est à la fois un défi, ça dynamise une aussi responsabilité, après. Et en même temps, nous, ça nous laisse l'opportunité de tester plein de trucs. Et donc, forcément, quand on voit qu'il y a un truc qui marche, ça nous permet aussi de... C'est hyper motivant. Ouais. Et j'imagine que vous inspirez peut-être aussi même d'autres syndicats, et puis que vos actions, elles inspirent et que peut-être, puissent avoir un impact aussi à l'échelle aussi nationale. Oui, et de toute façon, il y a une très bonne dynamique dans la CGT éducation en général, avec une montée du nombre d'adhérents et d'adhérentes, donc ça, c'est très positif, une montée du nombre de voix, donc... c'est super et c'est vrai que le 93, on fait partie aussi de cette dynamique et on est très contents. On a un super syndicat et puis super confédération également. Et voilà. C'est très bien. Mais c'est cool de finir sur une note positive parce que des fois on a un peu l'impression que le militantisme c'est un peu un combat. Il le faut, il sera toujours là. Donc c'est cool aussi de voir que ça évolue, que ça change et puis qu'il y a aussi qu'il y a aussi avec les nouvelles générations de nouvelles manières de se mobiliser, d'inventer de nouvelles choses, tout ça, donc c'est hyper positif et inspirant. Oui, et pour faire le lien avec le 8 mars, il ne faut jamais oublier que la première organisation de résistance des femmes, c'est le syndicat, et en particulier la CGT, parce qu'on a plus de 200 000 adhérentes, et en fait c'est une force qui a nulle part ailleurs. Donc il faut qu'on prenne pleinement notre place, et c'est en train de se faire, et c'est vraiment super. Et puis après, l'autre défi que nous, on a vraiment en tête, c'est qu'aujourd'hui, la CGT, c'est le premier contre-pouvoir, et notamment pour faire face aux forces réactionnaires et en particulier à la menace de l'extrême droite. On a pleinement conscience. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'effectivement... Et c'est pour ça, nous, on l'a vraiment en tête sur les prochaines années. Et un appel déjà d'une part à la syndicalisation CGT, parce que c'est le premier rempart, donc ça c'est le message qu'on passe. Oui, parce que ce qu'on dit pas trop, c'est que l'extrême droite est aussi profondément anti-féministe, c'est-à-dire que pour le coup ils veulent revenir sur énormément de choses là où peut-être le gouvernement actuel n'avance pas énormément, eux seraient plutôt dans le fait de revenir aussi en arrière. C'est pour ça aussi que la menace elle est d'autant plus importante aussi. Non, je t'ai coupé, désolée, mais je voulais préciser ça. Et si Résistencia, en fait, ça serait à attendre du côté de la CGT. Et ça, je pense que dans le monde du travail, il y a une prise de conscience parce qu'on le voit avec une syndicalisation toujours plus importante de la CGT. C'est le cas de notre secteur, c'est le cas d'autres secteurs, et ça, il faut que ça continue. Écoutez, c'est hyper inspirant et écoutez, on reste mobilisés, on
vous souhaite le meilleur, que tout ça s'apprenne, que voilà, de rester soudés et puis de rien lâcher, hein, voilà, encore une fois. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On est parfaitement dans les temps, c'est parfait, j'adore quand ça se passe comme ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré. On vous a mis tous les liens si vous voulez soutenir la caisse de grève aussi actuellement. Du coup, la mobilisation, vous êtes en reconductible, donc globalement ça continue. Il y a quand même des dates des prochaines. Non, tu m'as dit ça sera voté en AG. Oui, il y a quand même dimanche à la préfecture, parce que comme on n'a pas de réponse de l'État, les parents d'élèves et l'intersyndicale et les personnels grévistes ont souhaité retourner voir les mandatés de l'État sur le territoire, la préfecture. Et donc ne pas les lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et voilà, donc la préfecture, du coup, à 14h30 dimanche. La préfecture de Bobigny, parce que on est en t'inquiète. Et voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous dis, écoutez, à la prochaine fois. Et puis, restons ensemble, camarades. On est là, on lâche rien. Et salut à tous.